Avant de passer aux autres piliers du judo de la ville de Québec, en judo, c'est les Daniel Desbourrel, les Albert Dehem, les Roland Blouin, les Gérard Blanchette. Je pense qu'il est opportun de raconter quelques anecdotes qui ont eu lieu à la fin des années 50, puis au début des années 60 aussi, puis savoir dans quel esprit le judo était présenté au public de l'époque. Par exemple, vous avez entendu parler dans ces chroniques de démonstration de judo, puis vous allez en entendre parler. Je pense qu'il est nécessaire d'élaborer là-dessus. C'est pas tout à fait ce qu'on joue aujourd'hui. Dans les fins de session, tu sais, à remise des grades. On fait ça majoritairement pour des enfants qui nous démontrent le progrès. Non, 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 détrompez-vous. Laissez-moi vous expliquer comment ça marchait. Quand j'ai débuté le judo à la fin des années 50, mon prof, M. Wattier, organisait ce genre de démonstration-là, qui avait surtout pour but, disons, de frapper l'imaginaire. Disons ça comme ça, frapper l'imaginaire. Sous certaines conditions, il fallait être là tout le temps, etc., etc. Et on nous annonçait dès septembre qu'il y aurait une sélection à la fin de décembre pour le spectacle de fin d'année de juin. Ben, il faut comprendre que le réseau de compétition était embryonnaire, c'est quand il y en avait, puis il fallait avoir un objectif de fin d'année. Hein, et il fallait pouvoir participer à la démonstration, puis recevoir des prix tels que le trophée du plus assidu, le meilleur technicien, le meilleur mental. Le meilleur mental, vous avez bien entendu. Alors ça voulait dire, évidemment, la meilleure attitude. On était taxé de mauvais mental lorsqu'on n'attaquait pas assez, ou qu'on avait les bras raides, ou on avait un judo défensif, ou déplaisant. M. Wattier dit mauvais mental. Ça, c'était la punition suprême. Et puis, ben, en janvier, la sélection était annoncée. Là, il y avait entre 5 et 10 couples qui étaient sélectionnés pour le spectacle. Et puis là, on commençait à pratiquer. Puis, pour cette élite, il y avait une période d'à peu près 30 minutes par cours qui était allouée à chaque couple, OK, pour faire leur numéro. C'est bien évident que le contenu était décidé par M. Wattier et l'image de l'efficacité, c'était ça qui primait. C'était vraiment pas question de faire du burlesque avec ça. La démonstration commençait par, évidemment, des ukémis. On faisait des ukémis. Les mailles ukémis, les roulades, se faisaient directement sur le plancher qui était soit en tuile, en terrazzo, sur le plancher de bois franc du gymnase. C'était là où est-ce que ça se donnait. J'ai même vu sur film des judokas faire des ukémis sur une patinoire en plein hiver, en judogi. Ça devait être froid. Il fallait sauter par-dessus des chaises. Bref, il fallait que ça soit spectaculaire. Ensuite, il y avait un ou deux couples qui faisaient des mouvements de hanche. Bon, au gauchis, etc. Suivi par deux autres qui faisaient des balayages ou encore des sutémis. Évidemment, il y avait un maître de cérémonie qui commentait et qui animait toutes ces affaires-là. Après ça, il y avait un faux spectateur ou une fausse spectatrice qui était choisi au hasard par M. Wattier, spectatrice qui était en fait une judoka du club qui était restée habillée en civil. Ça, c'était pour démontrer que le judo était facile à apprendre pour un débutant ou une débutante. Généralement, on choisissait ce candidat-là parce qu'il était de petite taille, puis on lui fournissait un adversaire ou un partenaire, un solide gaillard, qui, disons qu'il n'avait pas peur de se lancer. Par la suite, on revenait au mystique. Là, une démonstration d'une partie du Kimono Kata ou du Goshin Jitsu qui se faisait avec des sabres par des gens qui étaient ceinture noire en judogi quand c'était possible, quand il y en avait, évidemment. Mais habituellement, c'est juste M. Wattier et M. Stoker qui faisaient ça. Ensuite, après le mystique, il fallait retourner au spectaculaire. C'était une démonstration qui était appelée self-défense. C'est une section de Jujutsu. Mais le scénario, c'était simple. C'était une partie de cartes qui tournait mal. T'sais. Ça, c'était exécuté par les adultes les plus avancés, ceinture bleue ou marron. Eux autres avaient fait une apparition dans la première partie du spectacle. Et puis, il avait été changé, il avait troqué le judogi pour des vêtements civils. Sauf, évidemment, M. Wattier ou une ceinture noire, qui, lui, avait gardé son judogi et qui se débarrassait de 4 ou 5 méchants qui trichaient aux cartes. Tout était stagé, comme on dit, tout était séquencé, mais ce que les participants ignoraient, c'est que le jour de la démonstration, les atémis étaient portés pour vrai.
Peut-être pas à pleine puissance, mais disons assez pour surprendre et convaincre. C'était vraiment... Il tombait des nues. Ouais, on peut dire ça de même. Puis on terminait par la remise de trophées, le meilleure assiduité, ce genre de choses-là. Ces prestations-là, ça durait entre 30 minutes puis 2 heures. J'ai participé à ce genre de démonstration-là. Et puis, j'en ai moi-même organisé sous cette forme-là jusqu'à peu près en 1968 ou 69. Maintenant, quand vous allez entendre parler d'une démonstration de judo des années 60, ben, vous allez avoir une bien meilleure idée de ce que ça pouvait être. Je vais faire quelques anecdotes sur M. Wattier, qui était, il faut dire, tout un personnage en soi. Un homme de petite taille, 1,60 m, pas très lourd, peut-être 60 kilos. Il avait une allure très japonaise, les cheveux courts en brosse avec une petite moustache. Il était doté d'un charisme extraordinaire. Il était mystérieux, secret. En fait, j'ai fait 8 ans de judo avec et je l'ai vu juste une fois en civil. Il était toujours un judogi. Et j'en ai parlé à plusieurs, OK? Et il apparaissait littéralement dans le dojo à Monseigneur Marcoux. Monseigneur Marcoux, le dojo, là, il y avait uniquement une porte. Puis il y avait le tapis à gauche quand tu rentrais, puis il y avait une rangée de cases, puis derrière ces cases-là, il y avait un vestiaire. J'arrivais le premier, je regardais, il n'y avait personne dans les cases, personne sur le tapis. Et là, je me changeais, je m'échauffais moi-même. Et puis, à un certain moment donné, M. Wattier est apparu. Il était en judogi, on ne l'a jamais vu venir. Je pense qu'il était aussi ceinture noire d'aïkido, ou enfin, il était assez avancé en aïkido, car à une occasion, je l'ai vu faire ce qu'on appelle Tenbin Nage. C'est un mouvement d'aïki qui est appelé des fois Udeki Menage. Puis son niveau, je me souviens très bien, il est à la hauteur de ce que mes ceintures noires d'aïki sont capables de faire. Il se débrouillait très bien. Je vous raconte l'anecdote. En fait, un samedi matin, à Monseigneur Marcoux, ce qui arrive, c'est qu'ils ont un cours d'enfants et il y a 3 culturistes qui rentrent dans le dojo. Puis là, ben, M. Wattier fait des démonstrations avec nous autres, les enfants de 12, 13, 14 ans, peut-être même un peu moins. Et puis il y en a un des culturistes qui dit c'est facile à faire avec des enfants. Fait que M. Wattier cesse le cours, il dit qu'est-ce qu'il dit ça? Fait qu'il y a un culturiste en t-shirt avec un paquet de cigarettes sur ça, dans sa manche, là, de James Dean. Il dit c'est moi. Il dit c'est parce que si vous dites ça, c'est parce que vous êtes sans doute convaincu que je suis pas, vous seriez capable de me vaincre. Il dit ouais. Ah, ben il dit si vous voulez combattre avec moi, il faudrait peut-être que vous alliez chercher les barres de fer que vous soulevez à semaine longue, parce que comme ça, vous y arriverez jamais. Fait que là, les gars sortent du dojo. Et moi, je suis pas à l'aise. J'ai 8, 9 ans, 10 ans, là, puis je suis pas à l'aise. Et là, au bout de quelques minutes, les gars reviennent avec non pas des barres de fer, mais un bâton. Puis là, ben là, je sens le malaise. Il y a un malaise. Et puis là, ben, M. Wattier dit ah, ben, c'est parfait, vous voulez, venez, approchez. Fait que le gars en question avance sur le tapis. Le M. Wattier l'arrête. Excusez-moi, mais si vous voulez vous battre avec moi, il faudrait enlever les chaussures. Enlever les chaussures. Fait que le gars enlève ses chaussures. Là, ça part là, là, je suis vraiment pas bien. Puis là, ça part, il vient pour donner un coup de bâton à M. Wattier. M. Wattier bloque, fait Tenbin Nage, justement. Après ça, le gars se relève, puis là, M. Wattier fait Tai Otoshi, le premier de bras. Et puis là, le gars tombe en face de moi. Il est juste en face de moi, à 1,5 m de moi. Puis là, il me fait face, puis M. Wattier aussi. Et puis là, M. Wattier dit, il fait sur des Guruma Jime, un étranglement. Puis là, ben, je vois ce gars-là qui se fait étrangler. C'est la première fois que je vois un étranglement. Puis le gars, il est devant moi. Puis là, toutes les veines possibles, ils sortent du front. Il est rouge, je vois la langue sortir. Puis là, je me dis, je vais assister à un assassinat. Et il va le tuer. Puis là, j'ai peur, j'ai carrément peur. Puis là, le gars, ben, évidemment, perd connaissance. Et puis là, ben, il est en convulsion. Puis il en bave un peu partout. Puis là, ben, M. Wattier le lâche. Il regarde les deux autres. Il dit, est-ce qu'il y en a d'autres qui seraient intéressés? Fait là, il dit, non, non, non. Ben, venez ramasser votre ami, il se sent pas bien. Fait que là, les gars viennent pour embarquer sur le tapis. M. Wattier dit, stop, enlevez vos chaussures, il faut rester digne, s'il vous plaît, et ramassez votre ami. Fait que là, ils sont partis avec ce gars-là. Une autre anecdote qui m'a été. Ben, j'ai attendu d'avoir plusieurs confirmations par plusieurs témoins, plusieurs personnes
qui l'ont entendu, qui l'ont vu ou qui l'ont entendu. C'est au départ, dans les années 50, au début des années 50, quand M. Wattier est arrivé à Québec, il fallait se faire de la publicité. Il faisait ça via les démonstrations. Et aussi, il y avait une autre méthode qui était un petit peu moins usuelle, disons ça comme ça, usuelle, pour populariser le judo. Il arrivait dans une taverne un soir, puis là, il y avait 4-5 gars d'attablés, puis ils prenaient une bière. Puis là, M. Wattier arrivait, il disait: excusez-moi, messieurs, mais c'est ma table. Fait qu'évidemment, ce qui arrivait, la bisbille prenait, la chicane pognait. Puis là, M. Wattier plantait tout le monde, bing bang bon. Après ça, ben, il mettait une carte de judo, il mettait une carte sur la table, Armand Wattier, Nidan, Académie du judo de Québec. Puis après ça, il s'en retournait. Ce genre de démonstration-là, parce que je viens de parler à Serge Koreyachkin de Québec, qui est un monsieur qui maintenant qui est l'âge vénérable de 80 ans, qui a commencé il y a beaucoup d'années, plusieurs d'entre vous étaient pas nés. Puis il me disait que M. de M ne faisait pas ce genre de démonstration-là. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup de difficultés à me documenter sur Albert de M, qui est le deuxième pionnier arrivé à Québec, parce que justement, c'était un homme qui était quand même relativement secret. Ce qu'on en sait, c'est que c'était un monsieur qui était assez costaud. Je me souviens de lui, je l'ai rencontré une fois. Et c'était un monsieur qui était assez costaud, et puis c'était un fonctionnaire. C'était un fonctionnaire de la ville de Québec. C'était un monsieur qui était très, très organisé. Albert de M, il est né le 17 avril 1926. Il arrive à Québec en septembre 1957. Il est accompagné d'un de ses amis, Henri Vanacker. Ça, c'est un aventurier qui venait de traverser l'Atlantique sur un radeau de 30 pieds. M. Dehem, c'est un employé au gouvernement du Québec. Dehem, c'est un solide gaillard avec beaucoup de prestance. C'est un monsieur imposant, tant sur le plan physique qu'intellectuel. 85 kg pour 1,83 m, 185 livres pour 6 pieds. C'est un être cultivé qui inspire le respect. En 1958, il ouvre son dojo sur la côte Sainte-Claire avec un autre personnage clé, Louis Page, qu'on pensait qu'il était à Chicoutimi. Louis Page va demeurer dans la vieille capitale jusqu'en 1961. En fait, dans les archives, la première fois qu'on entend parler d'Albert de M, c'était le 16 décembre 1958. C'était un article de journal dans Le Soleil. C'est des rumeurs qui concernent des prétendus profs de judo qui seraient des fumistes. Probablement, ça devait être des franchisés de l'école Scala. Donc, plusieurs avaient visiblement pas le niveau. En 1959, c'est la première trace d'une démonstration qu'il y a eu en février. Mais ici, entendons-nous, c'est un autre genre de démonstration qui est très sobre, traditionnelle, sans les effets spectaculaires. Disons que c'est loin de l'approche de Maître Kawashi puis de M. Wattier. Ça, c'était dans le cadre du festival du séminaire de Saint-François. Il y avait aussi des méthodes différentes pour essayer de populariser le judo. Par exemple, DM a organisé une soirée où il commentait des films de judo en noir et blanc pour populariser le judo. La même année, il y a des élèves du dojo qui participent au championnat canadien du centre. Okay? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la nouvelle CKBBA, la Canadian Kodokan Black Belt Association, a ce qui a trait au championnat canadien, pour des raisons simplement financières, procède à une présélection par région. On a l'Ouest, on a le centre du Canada et l'Est. Et les élèves font partie de la délégation de l'Est. Albert Dehem va à cette compétition-là, participe à cette compétition-là, mais il perd devant M. Jensen. Jensen, c'était un solide, là. Lui, il va être battu par Manfred Matt, qui va devenir en 1959 le premier vrai champion canadien de la CKBBA. Ben, en fait, Manfred Matt est champion ceinture noire. Parce qu'il faut dire que ce championnat-là, il y a eu des championnats par couleur. Il y avait des championnats canadiens de ceinture jaune. D'ailleurs, à ces championnats canadiens de ceinture jaune, non seulement les élèves de l'Institut de judo karaté de M ont participé, mais il y a aussi les gens du dojo de M. Takahashi à Ottawa puis d'Atashita à Toronto. À la suite de ça, de M puis Louis Page font venir Ban Tadashi. Lui, il était champion de l'Est en 1955 au dojo de M. de M. Ils ont invité un gars qui s'appelle Guy Marion, qui lui avait un dojo à Farnham, et Francis Wallen, probablement de la même place.
Mais j'ai cherché, puis j'ai aucune trace de ces deux derniers-là. Le 15 janvier 60, Dehem et Page ouvrent un dojo au centre de loisirs Saint-Malo. Déjà, on va sentir une rivalité entre M. Dehem et M. Wattier, parce qu'il y a deux articles de journaux qui font état de deux activités judo, une par Wattier, une par Dehem, le même jour. Mais c'est cette journée-là que aussi M. Dehem a cédé à la tradition puis a fait une démonstration de Jiu-Jitsu pour une première fois, le 15 janvier 60. Peu après, en mai 61, il participe au championnat provincial. Pierre Lavoie, Michel Fréchette puis André Laplante qui ont participé, puis Serge Koriachkin aussi. Puis après ça, tout au long des années suivantes, Dehem va offrir des enseignements de qualité. Si on se fie au nombre de ceintures noires qu'il a formé ou complété la formation, je pense tout de suite à Nelson Moore, Nelson Moore, qui est un pionnier dans l'arbitrage au Québec, puis qui a tenu des dojos, des années au campus Saint-Augustin. En avril 1964, Roland Blouin puis son adjoint, Albert Verret, sous la supervision d'Albert Dehem, devenaient profs à Saint-Sacrement. Le club compte à ce moment-là 40 adultes et 150 enfants. Moi, j'étais parti du Saint-Sacrement la même année parce que j'avais suivi M. Wattier au centre Monseigneur Marcoux. C'est cette année-là aussi qu'il y a un passage de grade Shodan de Daniel Tabouret et de Roland Blouin. Il faut savoir que ces deux-là étaient Tori-Uke, chacun un pour l'autre. Il y avait aussi André Brochu puis André Gironne qui ont passé leur ceinture noire cette journée-là. Évidemment, avec de nouveaux élèves qui sont ceinture noire, M. Dehem va ouvrir à Sainte-Foy, Sillery. Il va même superviser un dojo à Rimouski. Et il y a aussi un dojo à Sainte-Marie de Beauce. D'ailleurs, il va donner 3 ceintures jaunes de Saint-Georges le 24 de ce mois-là. Il y a un dojo à l'Université Laval en janvier 65. C'était tenu par Roger Gourdeau pendant des années, ce dojo-là. Également en 1965, il y a un certain Lucien Dionne, un élève d'Albert Dehem, qui remporte le championnat provincial des ceintures jaunes. Ce même Lucien Dionne, un peu plus tard, va avoir des problèmes sur l'attitude de Daniel Bayard. C'est la région de Montréal. M. Bayard avait un sens de l'organisation assez spécial, il faut dire. Lui, il était secrétaire de l'Association québécoise de judo Kodokan. Dionne, quant à lui, c'était un policier de la ville de Québec. En avril, on voit Maurice Bernier, Gérard Prick, Normand Grenon, Yvan Gagnon, qui participent au championnat de l'Est et qui reviennent bredouille. Il y a aussi M. Koriachkin et Roger Champagne qui ont participé à ce tournoi-là. En 1966, il y a une école de judo qui rouvre à Sainte-Foy avec Yvan Gagnon. M. Dionne passe à Noir en mars, puis il va passer deuxième dan en septembre 1970, ce M. Dionne-là. La région de Québec, maintenant, il y a plusieurs écoles qui sont vraiment établies. Saint-Sacrement, on parle de Monseigneur Marcoux, l'Institut du judo karaté, le Koradokan de Lévis, Sainte-Foy, le Judo Kouai, le Judo Club de Gifford, il y en a de judo à Valcartier. M. Dehem a fait un bon travail dans ça. Il a fait un bon travail pour défricher tout ça. M. Dehem obtient son 4e dan le 17 mai 1970. J'étais à ce passage de grade-là et j'étais hooké pour mon ami Yves Landry qui passait, quant à lui, son Shodan cette journée-là. L'influence d'Albert Dehem se fait sentir, puis il a laissé une trace indélébile sur le judo de la vieille capitale. Albert Dehem décède le 29 juin 1987 d'une crise cardiaque à l'âge de 61 ans. J'ai très peu de photos. Comme je disais, j'ai très peu de photos de M. Dehem. C'était pas quelqu'un qui aimait se faire photographier. Il a formé bien des champions. Hein. Il a formé, par exemple, je pense à Georges Mokovic. J'en ai pas parlé de Georges Mokovic, mais Georges Mokovic, c'était un solide compétiteur en poids moyen. C'était la petite histoire du judo à Québec. Deuxième partie. Si vous avez aimé, vous savez quoi faire. Vous nous donnez le pouce en l'air. N'oubliez pas non plus d'activer la clochette pour vous recevoir les notifications lorsqu'il y a de nouveaux vidéos qui sortent. Abonnez-vous à la chaîne, c'est la meilleure façon de faire pour recevoir tout ça. Et surtout, essayez de partager parce que ces vidéos-là sont faites pour qu'on parle de judo à travers la ville de Québec, puis à travers la province en fait,
pour garder la flamme en vie. On a besoin de se souvenir de ces pionniers-là. C'est une des raisons pour lesquelles je fais ces vidéos-là. En attendant, faites attention à vous. N'oubliez pas de pratiquer 1, 2, 3 fois par semaine. Et on se revoit la semaine prochaine.